Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugo Fréjabiz, qui est un auteur et metteur en scène français d'origine. Il vit et marche à côté de Montréal. Il a fondé la compagnie Josour et le collectif Rassemblement Diomède en 2018, avec lesquels il a créé plus de 20 spectacles au Québec, en France et au Liban, dont Retour à la neige, Hôtel Promontoire, chambre avec vue sur Chaos, Invitation banquet, concrète. Il a publié une dizaine de pièces, notamment le Théorème d'Euclide et Spartacus chez Dramaturge, éditeur. Tout récemment, il a présenté Réunion de famille qu'il a écrite et mise en scène avec le théâtre Josour. Hugo, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup. Alors, au début, c'était avec Art et Lettres. Maintenant, on vous accueille toujours dans un cadre de créativité, n'est-ce pas, théâtrale, du théâtre Josour. Et on va rappeler que Josour veut dire pont et passerelle. Et le fait, justement, d'émettre et d'étendre ces passerelles d'une société à l'autre ou carrément vis-à-vis vers les citoyens. Quelle est votre définition du rôle du théâtre aujourd'hui en tant que directeur justement de Josour? Comment est-ce que vous définirez le théâtre et son rôle, par exemple? C'est une très belle question. Le théâtre, je pense que c'est une interpellation. C'est un cri à l'origine. Il y a l'idée de prière, d'apostrophe au Dieu. Je trouve qu'il y a quelque chose d'interpeller les autres, de tendre la main ou tendre le poing. Il y a quelque chose de... Ça rappelle la définition que vous avez donnée aussi de la compagnie, de faire des ponts, d'essayer de tendre la main ou d'inquiéter. Il y a quelque chose de vouloir tendre vers l'autre, je pense. De vouloir aller vers l'autre, justement. Puis, vous avez une vision artistique du théâtre, pour le théâtre Josour. Quelle est cette vision, quelle est cette approche artistique, mis à part celle d'aller vers l'autre et de tendre des ponts, qui soient culturels ou des ponts, je veux dire, socio-culturels, on va dire. Votre vision artistique à moyen ou à long terme avec Théâtre Josour? Je pense qu'il faut rappeler aussi le contexte de création de la compagnie. Tout part d'une origine, et je veux nommer aussi Nadine Jaafar, avec qui j'ai coécrit et grâce à qui j'ai créé cette compagnie. Et c'était l'idée de, en l'occurrence, faire du théâtre avec des jeunes au Liban, à Ouzaï, dans le sud de Beyrouth. C'était l'idée de déplacer toujours le théâtre. Et je crois que c'est ce qui lie encore la compagnie, de jouer dans les théâtres, mais de jouer aussi à l'extérieur, de voir le théâtre pas uniquement comme un lieu vers lequel on se déplace un soir de semaine. Un théâtre mobile. Oui, un théâtre mobile, et de jouer dans des lieux qui a priori n'appellent pas le théâtre, de voir où le théâtre peut contaminer la cité, d'être un peu partout. Qui peut intéresser aussi le citoyen. Absolument. Et puis, d'après les titres de votre pièce de théâtre, là, Banquet, Concrète, Euclide, Spartacus, vous êtes apparemment inspiré par les anciens textes. Est-ce que vous partez justement des anciens textes de l'histoire pour aller de l'avant avec votre créativité? Oui, c'est très juste. J'ai grandi, j'ai été formé par ce qu'on appelle les lettres anciennes, les langues anciennes, le grec, le latin. Le théâtre tire ses origines. Des fois, on en fait un mythe aussi ou un cliché du théâtre antique, mais c'est vrai que ces figures-là inspirent beaucoup. Puis je crois surtout que le théâtre comme littérature est surtout une espèce toujours de synthèse des littératures qui sont faites avant, de réécriture, de comprendre ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, de le redire. Et c'est vrai que sous ces éléments-là, Spartacus, Euclide ou d'autres... de récupérer ce qui a été fait, et toujours dans l'idée de voir comment on peut le faire bouger, le faire avancer, le subvertir, le comprendre aujourd'hui. C'est dans ce décalage-là que je trouve très intéressant de jouer. Puis on n'oubliera pas qu'il y a une idée de grandeur en parlant n'est-ce pas, de Rome ou de Spartacus, de Hercule, qui est un symbole de force, ou de tout autre héros légendaire de l'époque. Parlons, si vous le voulez bien, de cette dernière pièce, ou on va dire l'une de vos dernières pièces, parce qu'il y a des projets qui s'en viennent, hein, on va en parler durant cette entrevue. Réunion de famille, c'est une pièce théâtrale que vous avez écrite, que vous avez mis en scène. Absolument. Qui était, que vous avez projeté dans les parcs pendant la période estivale de l'année 2025. Comment est venue cette idée-là de parler de réunion de famille, surtout quand on voit là
là, d'après l'illustration, donc c'est une famille, puis après, il y a des gens qui se déplacent un petit peu dans le parc. Est-ce que vous avez voulu, dans un premier temps, parler de cet esprit de concertation ou d'esprit citoyen? Est-ce que vous êtes parti de cette idée? Ouais, exactement, ça part aussi de jouer dans un lieu, c'est toujours pareil, d'où on parle, à qui on parle. L'idée de jouer dans les parcs, c'est d'essayer de se mettre au travers du chemin. Réunion de famille, oui, c'est de jouer aussi sur cette idée, cette image de famille, puisque ce sont des camarades, on ne connaît pas exactement leur lien. Est-ce que c'est une famille comme on l'entend, de famille de sang, une famille de cœur? En tout cas, ce sont des jeunes acteurs et actrices qui se retrouvent et qui se retrouvent à l'aube de leur trentaine. Ils ne sont pas vieux du tout, mais ils sont plus tout à fait très jeunes. Donc ils doivent faire déjà le premier bilan de leurs promesses qui se sont faites jeunes. Donc oui, ça part de cette idée-là d'essayer de photographier un petit peu notre état après avoir cru beaucoup à pouvoir tout révolutionner, tout changer et croire aux utopies. Qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième acte? Puis l'idée de famille, c'est un peu universel, mais complexe, parce que la famille n'est plus comme elle était. Maintenant, on parle de recomposition de famille. On peut avoir dans la famille un frère, une sœur, qui ne sont pas forcément des frères et des sœurs. Absolument, oui. Mais il y a un esprit de nécessaire rassemblement à ce niveau. Je crois qu'il y a l'esprit de rassemblement, et puis on parle aussi des familles choisies. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Qu'est-ce que c'est que est-ce qu'il faut se ressembler pour se retrouver? Qu'est-ce que ça veut dire se retrouver? L'importance du sacré aussi, l'importance d'être ensemble dans un même endroit, quitte à se disputer. Est-ce que des fois une dispute sincère ne vaut pas mieux qu'un silence amer? Oui, exactement. Et puis, il n'y a pas juste l'ADN. Hein. Absolument. Il n'y a pas juste l'ADN de la famille. On peut être frères et sœurs, là, en tant qu'être humain et au nom de notre humanité et de l'humanisme, n'est-ce pas? Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Hugo Frejabis, mesdames et messieurs, auteur et metteur en scène. On est en train de parler de la toute dernière pièce théâtrale qu'il a écrite et mise en scène, Réunion de famille. On va parler d'autre chose. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On est en train de parler théâtre. Aujourd'hui, chez Agora, j'accueille un auteur et un metteur en scène, Hugo Frejabis. Ce n'est pas la première fois. Il est avec nous cette fois n'est-ce pas, pour une mise à jour sur ses dernières créations. Là, on parle de réunion de famille. C'est assez original comme concept, comme pièce théâtrale. On peut lire dans le communiqué ce qui suit: réunion de famille et le portrait d'une génération qui interroge sa foi dans l'art, son rapport au monde, à l'amitié, à la promesse, une photographie instantanée d'une troupe qui cherche encore à honorer ses grands élans. Alors, est-ce que, dans le fond, la pièce traite de conflits générationnels ou intergénérationnels aussi? Oui, c'est un groupe d'amis qui attend l'un des leurs qui ne vient pas. Un des leurs leur a fait une invitation, il ne vient pas, manifestement il joue dans un grand théâtre de la ville, alors qu'eux sont là à se retrouver et un peu à questionner leurs horizons et leur vie. C'était le prétexte de parler du théâtre. Je ne parle pas toujours de théâtre au théâtre, mais c'était le prétexte de prendre une troupe de théâtre, c'est ce que je connais peut-être le mieux, et autour de cette forme-là, de cette troupe, ces gens-là qui vivent comme une famille, de voir qu'est-ce qui les bouleverse, sur quoi ils arrivent tous avec une certaine, je dirais, rancœur ou une certaine, des fois, énergie et de reproche et d'amour, parce que s'ils se retrouvent là, c'est qu'ils ont besoin les uns des autres. Mais il y a quand même l'idée de conflictualité, puis je pense qu'on en parlait au début, je pense que le théâtre, c'est d'abord ça, c'est un conflit. C'est un conflit, exactement. Puis il est intéressant cette idée de l'attente, attendre quelqu'un, en attendant Godot, hein, ça me rappelle la pièce, n'est-ce pas? Est-ce que justement, il n'y a pas une part d'absurde quelque part dans cette... Oui, c'est vrai que l'absurde est important parce qu'on est au théâtre, donc on n'est plus dans le monde tout à fait réel. Même si on joue au milieu, il y a un langage qui est assumé très poétique, très littéraire, avec des personnages qui sont bercés de littérature, qui parlent, qui citent beaucoup, qui ont des jeux de langage, des hypothèses poétiques. Donc là, on bascule dans un monde qui est évidemment plus le nôtre. C'est ça le théâtre, c'est de prendre prétexte d'une situation
pour aller ailleurs. Donc oui, jouer sur cet absurde-là. Puis on nous a parlé de Godot, on ne sait pas qui est cet ami-là. Est-ce que c'est leur image d'un dieu? Qui est-ce qui va arriver? Pourquoi il ne vient jamais? Et vu qu'on joue dans un parc, tout individu potentiel devient un acteur possible. Un acteur avec les autres. Puis en attendant Godot, de Samuel Beckett. Absolument. Samuel Beckett. Les personnages là qui jouent dans cette pièce, comment est-ce que vous avez équilibré leur état psychologique ou la complexité psychologique de ces personnages? Est-ce que c'était si évident que ça? Est-ce qu'ils se retrouvent dans un seul état d'esprit, quelque part? Très intéressant. Ils arrivent tous et toutes chargés quasiment d'un concept. À la base, c'est quasiment des voix qui parlent. Avant d'être des êtres psychologiques, c'est des êtres qui essayent de défendre des choses, d'essayer de contrecarrer ce que l'autre défend. Donc chacun arrive avec des lignes extrêmement claires, comme des flèches qui ne visent pas tout à fait. Je pense qu'ils ont un même but intimement, sinon ils ne se retrouveraient pas là. Mais on se rend compte que d'abord, ce qui vient, c'est le conflit, la conflictuelle. Et c'est très important, je trouve, de construire un équilibre, comme vous en parliez, parce que c'est des êtres humains avec qui je travaille. J'ai envie que chacun puisse défendre une ligne, une partition. Et donc chacun arrive avec son obsession, son envie guerrière. Et donc forcément, lorsque deux personnes se rentrent dedans, il y a conflit. Il y a conflit, et puis on s'oppose à ce moment-là. C'est sûr qu'en présentant une pièce, il y a un message ou surtout des émotions que vous voulez véhiculer à travers cette pièce-là théâtrale. À travers cette pièce, justement, quelle émotion avez-vous tenu justement à transmettre ou carrément à provoquer en priorité chez les spectateurs qui vous suivent, qui vous regardent? C'est drôle parce que je me demande quelle était mon idée en l'écrivant, je ne sais plus. Mais je sais qu'en le faisant, parce que le spectacle renaît lorsqu'on le crée et lorsque le public arrive, c'était vraiment l'idée de se dire qu'on peut faire confiance à cette intransigeance-là qu'ont ces personnages qui sont plus grands que nous, plus grands que nature, et d'assumer la radicalité de ces choix poétiques, de vie, de les trouver peut-être ridicules parfois, on flirte toujours avec le ridicule, mais de les trouver possiblement intègres dans leur proposition de vie, et quelque part d'aimer cette exagération, cette espèce d'utopie qu'ils portent, de se dire que c'est possible, de se faire confiance à cette utopie de jeunesse dont on parle. Donc, très bien. Et puis, juste au niveau de la place, quelque part, n'est-ce pas, de la mémoire et de l'exil dans cette pièce théâtrale, est-ce qu'il y a une place vraiment intéressante, importante, en ce qui a trait à l'exil, à la mémoire? C'est vrai que tout ce qui est identitaire aussi, quelque part? Oui, dans beaucoup de mes pièces sont traversées par ces thèmes-là. Je ne sais pas dans celle-ci exactement, mais ce qui est sûr, c'est que même dans des pièces qui se présentent moins comme une pièce sur l'exil ou sur le passage, tous les personnages ont l'air d'être toujours nomades quelque part. Et c'est vrai que dans beaucoup de mes pièces sont traversées par cette image de l'exil, et quelque chose de fondamentalement universel, fondamentalement théâtral là-dedans. L'image du post-frontière, je trouve que c'est l'élément le plus théâtral qui soit. Exactement, mais je pense aussi que la quête identitaire, la quête d'identité, on n'est pas obligé d'être migrant quelque part, est toujours présente. Hein? Oui, absolument. Oui, vraiment. Je pense dans toutes les pièces, elle est questionnée parce que je trouve, comme vous venez de dire, qu'il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. On veut faire croire que l'humain est dit de souche, mais l'humain est d'abord nomade et évidemment certains plus que d'autres. Mais de voir ces mouvements-là, ça me touche beaucoup. Et je reconnais mes personnages là-dedans. Très bien. Puis maintenant, il doit y avoir des messages, justement, dans cette pièce? Des messages. Une multitude, je veux dire, de messages? Oui, en tout cas, une multitude. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est qui est intéressant de pouvoir se dire, lorsqu'on suit un personnage, de dire « je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit » ou alors « je déteste ce qu'il est en train de dire » et l'autre arrive derrière pour donner un contrepoint. Et je pense que c'est dans ce choc-là que peut naître quelque chose. Parce que si on me demande qu'est-ce que défendent exactement tous les personnages, je pourrais le dire, je pourrais le nommer poétiquement, qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre. Mais ce qui me semble l'idée du théâtre, c'est de voir dans cet entrechoquement-là, qu'est-ce qui se passe dans cette explosion-là de ces personnages qui s'aiment et qui aiment se chicaner, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, il me semble, cette résolution qui n'est pas une résolution, c'est de voir ce qui se passe dans le choc. Très bien, parfait.
On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. On parle théâtre. Hugo Fréjabiz est mon invité chez Agora aujourd'hui. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle théâtre. J'accueille un auteur-metteur en scène, Hugo Fréjabiz. On va continuer cette conversation. Ce que je trouve original, justement, je ne sais pas si c'est peut-être la seule pièce théâtrale où il y en avait d'autres, mais là, j'aimerais vous dire que, bon, peut-être toujours d'après le communiqué, c'est que la pièce se joue dans la lumière crépusculaire d'un parc. Là où tout devient possible, le spectacle prend une dimension unique et originale. Donc le décor s'élargit, chaque passant un spectateur potentiel, donc vous venez de le dire justement. Est-ce qu'il y avait des choix scénographiques qui ont été plus favorables l'un à l'autre pour vous, qui ont été plus importants pour vous côté décor? Comment est-ce que vous avez ménagé tout cela? Avec la compagnie, ça fait plusieurs spectacles qu'on crée dans des parcs, dans des lieux extérieurs, des hangars, des fermes, Oui. des espaces vagues. Et là, c'était l'idée de trouver un espace au parc des Faubourgs avec une grande ligne de fuite. Il joue sur un grand escalier dans lequel on peut créer des niveaux. Et c'est vrai que jouer en extérieur, ça pose évidemment beaucoup de problèmes, mais en même temps, lorsque les éléments s'alignent, c'est extrêmement beau parce qu'on joue, on commence à 19h30, donc on accompagne le crépuscule, le soleil va se coucher, donc tous les paramètres de vie, de sensation, de frais, de lumière, tout ça joue avec nous. Donc sur quoi on s'est beaucoup attardé, c'était pas tellement d'implanter des nouveaux éléments de scénographie, le monde était déjà tellement riche là-dedans, mais de voir comment les personnages allaient jouer avec ça, par exemple leurs entrées, de pas toujours arriver au théâtre, les gens entrent par les coulisses, donc on s'entend à les voir entrer par là. Là, c'était de voir que les personnages pouvaient faire partie du public, donc arriver par derrière, arriver trop tard, arriver de très loin, de voir comment le public peut comprendre, est-ce que c'est un personnage qui entre, est-ce que c'est quelqu'un du public, de voir comment les gens jouent avec les autres personnages qui vivent. Donc tout ce travail-là d'habiter cet espace-là, qui est un espace commun, et de voir comment on peut en faire une matière théâtrale. Puis j'en vois quelque part une matière pour la médiation culturelle, parce que c'est du théâtre qui provoque une relation avec le citoyen. Est-ce que vous le voyez comme ça, justement? Oui, en tout cas, j'espère que ça peut créer ça, parce que ce qu'on appelle médiation culturelle, j'espère qu'elle est là toujours, parce qu'on est toujours en train de faire de la médiation avec les autres. Donc j'espère que ces formes-là, et c'est aussi un peu pour ça qu'on les fait, parce qu'on aime se risquer à jouer dehors, mais c'est aussi parce qu'il y a une nouvelle main tendue avec le public, des gens qui n'ont pas prévu de voir un spectacle et qui le voient, des gens qui passent par là. Donc j'espère que cette main tendue, que je crois vraiment sincère, j'espère qu'elle crée quelque chose de nouveau chez un potentiel public. Très bien, parfait. Bon, il y a un point qui me semble intéressant dans toute création théâtrale, c'est le rapport à la langue. Alors, votre rapport à la langue, quel est le regard que vous portez sur cela? Surtout que je présume que vos pièces doivent porter sur le monologue, n'est-ce pas? Sinon, la réplique, sur la tirade aussi. Je pense que le rapport de la langue, est-ce que pour vous, il pourrait être prioritaire par rapport à d'autres priorités, par exemple? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui, je crois que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le théâtre était appelé poésie dramatique. Oui, poésie en action. Bien avant. Et j'aime beaucoup cette idée, évidemment. Oui, je pars de la langue, j'aime écrire une langue pour le théâtre. Qui est soutenue. Absolument, de jouer avec la poésie de la langue, avec la rythmique. Je pense que le théâtre, c'est avant tout une musique, on entend une musicalité. Vous parliez du monologue, oui, très sensible au monologue. J'étais en France l'an dernier avec un monologue qui s'appelle Débordement évidemment, c'est un monologue pour une interprète, Esther Augustine. J'aime beaucoup cette confiance-là au flot de la parole. C'est magnifique. C'est magnifique, là. Les acteurs qui restent 30 minutes Oh, c'est vraiment fascinant. Hugo, on va parler de vos projets artistiques à venir. Là, on va parler de deux projets. Là. La couleur jaune a le goût de l'enfance. Une pièce de théâtre jeunesse qui parle de l'héritage colonial chez les Pieds-Noirs français.
avec comme trame un grand-père qui emmène sa petite fille au Maroc. Magnifique. Voulez-vous nous en dire plus? Oui, j'aime beaucoup ce texte, il me tient à cœur. C'était l'idée de, justement, à travers un voyage, un grand-père qui voulait faire découvrir sa maison d'enfance à sa petite fille. Et au lieu de lui dire « je vais te faire découvrir ma maison d'enfance », il va lui promettre d'aller voir les éléphants qui marchent sur les lacs gelés. Elle, c'est ça sur quoi elle va se rattacher. Et donc, ces deux quêtes, c'est une espèce de road trip entre un grand-père et sa petite-fille. Et ça questionne tout ce rapport-là à comment raconter le passé. Parce qu'une fois qu'ils arrivent devant la maison, le grand-père ne reconnaît plus sa maison. Alors que la petite-fille lui dit « oui, c'est exactement comme ici. La photo ». Mais lui ne reconnaît plus. Et donc, comment on raconte à quelqu'un ce qui s'est passé, comment on raconte avec tout ce que l'histoire a mâché à l'intérieur de tout ça, comment on en garde une trace. Ça me fascine et je trouvais que de l'écrire pour les enfants, le jeune public, la jeunesse, oui. Ouais, c'était une manière pour moi aussi. Je l'avais un peu écrit pour les adultes avec la pièce Tu es Nora qui abordait ça de manière très frontale et tragique. Je voulais voir ce chemin-là par le prisme de l'enfance et de cette a priori douceur-là, même si l'enfant se confronte à cette violence-là. Parce que je me suis dit que peut-être c'est vraiment destiné aux jeunes, oui, ça l'est. À la relève. C'est très bien. Et puis l'autre, le petit-fils de l'homme, sur le T-shirt. Ouais. Oui. Absolument. Ça part d'un roman qui a existé, qui s'appelle 33 Révolutions, qui est le seul et unique roman de Canek Sanchez Guevara, qui est le petit-fils de Che Guevara, et qui a une lecture de cette révolution, de ce monde post-révolution tout à fait autre que ce qu'on peut idolâtrer dans la révolution. J'aime beaucoup cette idée-là de ce personnage-là qui me semble proche de moi, qui n'a pas vécu ces révolutions-là et qui doit porter le deuil de ces révolutions. Donc c'est de faire parler, ce personnage-là existe, mais il est aujourd'hui, hélas, décédé, paix à son âme, mais de voir comment ce personnage-là, plongé sur une île de Cuba, se retrouve à porter l'héritage de son nom, Guevara. Sur bien d'autres... Voilà, et pourtant de voir qu'est-ce que lui a envie de faire de ces idées-là, ça me touche beaucoup. Très bien, excellent. Alors, bon, il y a ces deux projets, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Oui, il y en a un autre en écriture qui s'appelle... il n'y a pas de titre pour le moment, mais qui travaille aussi un élément biographique aussi, que sur les fractions armées rouges, les mouvements d'extrême gauche en Allemagne, autour du personnage de Ulrike Meinhof, qui était une résistante, une journaliste, et qui est passée à l'action armée. Et comment de faire confiance aux mots, de se dire que les mots ne sont plus assez, et de devoir aller chercher les armes. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et ce personnage, cette personne-là, puisqu'elle a existé, m'interpelle énormément. Magnifique. Donc c'est un texte engagé. Oui. C'est un texte engagé, très bien. Alors, parfait, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Hugo Fréjavis, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous prochainement chez Agora, à ICI Télévision, jeudi à 15h30. Chaque jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.